Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace aujourd'hui pour penser ensemble ce temps si particulier qui est celui des naissances et qui se colore sans doute très différemment aujourd'hui dans le contexte actuel. Alors, il nous tenait à cœur de prendre vraiment ce temps ensemble, ce temps, une heure, pour s'arrêter sur cette thématique qui a animé Pascal Gustin, qui vient d'écrire un livre dans la collection Temps d'arrêt qui s'intitule Accueillir la vie en temps de pandémie. Et ça nous tenait à cœur particulièrement parce que on se disait que c'était quelque chose, ce temps particulier des naissances était peut-être resté trop longtemps dans l'ombre dans le contexte de la crise sanitaire aujourd'hui. Alors moi, je suis Claire-Anne Severin et je coordonne Yapaka. Yapaka qui initie ces temps de réflexion, ces temps de conférence. Alors Yapaka, c'est un service de prévention de la maltraitance en Fédération Wallonie-Bruxelles et nous y travaillons de manière transversale avec les différents secteurs qui composent la Fédération Wallonie-Bruxelles. On y retrouve notamment l'aide à la jeunesse, l'ONE, l'enseignement, la culture, les maisons de justice, le sport également. Et on travaille aussi en collaboration avec les différentes autres entités. Et pendant cette période particulière de la crise sanitaire, sur base de vos questions, on a mis à disposition toute une série de ressources sur le site de Yapaka. Alors, ces ressources évoquent les difficultés de nos places de professionnels dans ce contexte, la place de nos équipes, mais aussi quels sont les enjeux pour les adolescents aujourd'hui, et on s'est également interrogé sur le ressenti des plus petits. Enfin voilà, il y a eu toute une série de thématiques que vous pouvez retrouver donc sur le site de Yapaka dans l'onglet Covid qu'on a mis en place pour que vous retrouviez facilement les ressources. Et ces ressources, elles ont pris différentes formes. Elles sont disponibles. Il y a des capsules vidéo, il y a des lectures, il y a des podcasts, etc. Alors, je vais prendre 2 petites minutes justement pour vous expliquer le cadre du lieu dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Vous voyez actuellement sur vos écrans 3 des 7 membres de l'équipe de Yapaka, Diane Huppert, Laurent Baudelot et moi-même, et nous sommes rejointes aujourd'hui par Pascal Gustin. Alors pendant la conférence, vous ne verrez plus que Pascal. Nous, en effet, nous ne vous voyons pas, nous ne vous entendons pas puisque vos micros sont coupés, mais on voit que vous êtes connectés. On est 67 dans ce lieu aujourd'hui. Alors, quand même, pour essayer d'activer l'interactivité entre nous, on vous propose d'utiliser le petit onglet questions-réponses qui se situe dans le bas de votre écran et d'y déposer vos associations, vos suggestions, vos réactions. Et tout au long de la conférence de Pascal, bien, je lui relayerai. J'essaierai d'être votre voix dans cet espace et de lui relayer vos réactions, soit au cours de son temps de parole, soit à la fin, dans le petit temps de discussion que nous aurons. Si vous rencontrez des soucis techniques, malheureusement, on ne sait pas vous aider, mais sachez que la conférence est enregistrée, donc vous pouvez la retrouver sur Yapaka très prochainement. Alors, dans cette crise collective où la douleur est sans doute généralisée, comment garder notre attention sur les bébés et leurs parents? Comment finalement se déroule ce tout premier chapitre de la vie des bébés qui sont pris dans ce contexte incertain et qui emportent également leurs parents? Comment trouver des astuces dans nos dispositifs pour resécuriser l'environnement de proximité, resécuriser les parents et en même temps les ouvrir au monde? Comment, en tant que professionnels, nous ajuster justement aux impératifs de ce temps périnatal? Ça, ce sont toutes des questions qu'on va évoquer, enfin que Pascal va évoquer aujourd'hui, à la suite justement, je vous disais, de l'écriture de ce livre Temps d'arrêt, Accueillir la vie en temps de pandémie.
Pascal est psychologue, clinicienne et psychanalyste. Elle partage sa pratique entre un service de santé mentale à Bruxelles, le Chien Vert, et une pratique indépendante. Pendant plus d'une vingtaine d'années, elle a travaillé en milieu hospitalier, en pédiatrie, en maternité, au sein d'unités néonatales et de grossesse à haut risque. Et elle est aujourd'hui formatrice et superviseuse pour des sages-femmes et des équipes en périnatalité. Donc elle a été à l'écoute de toutes ces questions, sans doute, qui ont surgi dans ce temps de pandémie et qui accompagnaient les professionnels dans leur travail auprès des tout jeunes parents et de leurs enfants. Je vais juste encore évoquer un petit livre qu'elle a rédigé parmi d'autres. Il y a d'autres qui sont sous sa plume, mais celui-ci qui s'appelle Naître parent, qui n'est pas lié au contexte actuel, mais qui peut probablement être saisi pour faire surgir des discussions et des débats avec les parents et prendre un temps pour parler ensemble toutes ces émotions qui agitent les devenants parents. Alors, voilà, je ne vais pas être plus longue. Pascal, je te cède la parole et voilà, j'essaierai d'être... N'hésitez pas à envoyer vos réactions dans l'onglet questions-réponses. J'en ferai le relais auprès de Pascal. Merci Claire-Anne. Laurane, ça va pour le son comme ça? Oui, d'accord, ça va. Bonjour à tous, alors tous et à toutes, évidemment. Je voulais dire pour commencer, parce que Claire-Anne a utilisé avec 4 fois le mot conférence, hein, la conférence. Mais donc, c'est pas du tout une conférence. Si j'avais une conférence, j'aurais un texte continu et je serais bien moins inquiète que je ne le suis. Parce que je dois vous dire que c'est vraiment difficile de faire cet exercice aujourd'hui quand j'ai bouclé l'écrit du livre Accueillir la vie que j'ai reçu par la poste hier, hein, donc, qui est tout neuf et tout chaud, parce que c'est une écriture qui s'est faite dans l'urgence. J'avais déjà écrit un article ou deux, mais ce livre s'est fait vraiment à l'arrache, il vient d'être bouclé, donc je suis à la fois dedans et plus du tout dedans, et devoir en parler dans un temps réduit comme ça, je suis trop loin des mots et je suis entre l'écrit et le racontage, et donc c'est un exercice qui est difficile pour moi. Alors, il est arrivé cet écrit d'une nécessité, je pense d'abord personnelle, de me situer par rapport à l'événement pour pouvoir me situer professionnellement. Et donc, c'est une écriture qui est vraiment au confluent de mon vécu privé, personnel, de mon vécu comme professionnel, du vécu de mes collègues, des lectures faites au gré de la crise ici, qui est toujours en cours, et aussi du travail avec les patients, puisque ce travail ne s'est pas interrompu pendant tout ce temps, et des équipes en supervision. Et je pense que l'écriture ici contribuait vraiment je parle de racontage, mais à lancer un récit, à permettre de se situer dans l'instant présent avec ce que nous venons de vivre, avec peut-être des choses, des résonances intérieures, et de manière à pouvoir se projeter dans le futur. Donc, comme on a fait la session de webinaire avec le jeu, avec les familles, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut relier son monde intérieur au monde des autres, au groupe, comment est-ce qu'une groupalité peut encore exister pour qu'on puisse continuer d'y croire, mais pas pour dans 3 mois, pas pour dans 6 mois, pas jusqu'au prochain comité de concertation, mais ici et maintenant. Donc, ça a vraiment animé, pour moi, cette urgence de produire un récit pour être dans le mouvement, parce que c'est vraiment ce mouvement, de retrouver le mouvement de la vie, pas que le mouvement vers l'extérieur, le mouvement de la pensée, le mouvement, je ne sais pas le dire autrement, retrouver le mouvement de la vie. Vous savez, je suis en dialogue avec des personnes qui s'occupent aussi en kiné ou en psychomotricité ou en ostéopathie, avec des personnes qui disent qu'ils voient maintenant des effets sur le corps de ces arrêts, de ces mouvements de rétraction de la vie, des rétractions musculaires, et puis des sentiments d'avoir le corps laminé, que le corps est en morceaux, ou aussi des traitements à faire au niveau des côtes. Enfin, moi, je ne connais pas bien tout ça, mais comme si les gens étaient en arrêt respiratoire. Et effectivement, cette écriture, pour moi, c'était une respiration à partager avec vous pour relancer les interrogations, parce que je crois qu'alors, on sort de la sidération, on sort de l'immense fatigue ou dépressivité qui nous anime, et on peut se rebooster pour aller vers, avoir peut-être des idées,
grâce à cette reliance. Alors, il y avait vraiment l'urgence pour moi de mettre le focus, comme l'a dit Claire-Anne, sur ce temps du naître, particulièrement absent des préoccupations, enfin dans les médias, des préoccupations politiques, et particulièrement interpellant avec cette bulle plus un, de se demander comment les devenants parents, même les grands-parents aussi, enfin les bébés allaient faire pour passer à travers ça. Et je mets dans le temps du naître, un temps qui est étendu, dans lequel j'aurais même envie d'inclure les couples qui sont en attente de PMA, puisque tout s'est arrêté pour eux de manière assez violente en un instant. Et donc, c'est tout le projet qui va du désir d'enfant, mais plus particulièrement pendant la grossesse, autour de l'accouchement, dans le postpartum immédiat, ce fameux 4e trimestre hein, de vie après l'accouchement, et puis en tout cas la première année de vie de l'enfant. Il y a eu une très grande variabilité dans différentes vagues qui peuvent se superposer ou qu'on peut décliner dans le mouvement du temps, hein, ce temps qui a été très attaqué par cette crise. Mais on parle des vagues de la pandémie. C'est évidemment que le premier confinement, on voit que les effets ont été la sidération, avec notamment des effets qu'on mesure maintenant au niveau de la dépression du postpartum. Mais on a eu un temps d'accalmie, d'ouverture, et puis une deuxième vague, puis éventuellement une troisième vague. Donc on a des vagues du Covid, nommées comme ça, mais on a aussi dans ces vagues des bébés nés dans des temporalités différentes de la vague. Et on a commencé à parler des bébés Covid pour les bébés qui étaient en train de naître là maintenant, qui sont les bébés de ce que j'appelle moi le grand confinement. Mais donc à chaque étape, on peut se dire qu'il y a eu des variabilités au niveau de ce qu'on vivait, des ouvertures et des fermetures de l'espace social qui ont pu affecter différemment ces naissances. On a aussi des vagues adaptatives psychiques qui ont suivi ces mouvements-là et que beaucoup ont décliné hein, entre la sidération et puis la dépressivité et puis la fatigue maintenant et une sorte d'effet de la sidération. On est passé à ce que j'appelle moi la consternation parce qu'on a eu des mécanismes adaptatifs. Mais les familles, maintenant, s'interrogent beaucoup aussi sur la consistance et la contenance et le point d'appui que l'État, le gouvernement, les structures sociales peuvent leur apporter. Alors, c'est intéressant de se dire qu'il y a eu une tellement grande variabilité, et notamment qu'autour de ces naissances, certains ont pu connaître du pur. Alors, parce que pour nous, comme psy, on voit souvent les choses par le bout de la lorgnette, des choses qui ne vont pas. Donc, on peut nous critiquer, nous dire, mais vous êtes des oiseaux de mauvais augure. Évidemment, des sages-femmes nous ont dit, on a du calme le temps de... Vous me dites si ma connexion, elle est instable, Laurana, tu me dis, si je disparais, hein, ça va? C'est bof bof. Bon. On a vu des couples pouvoir être ensemble alors qu'ils n'étaient plus tellement ensemble. Certains de mes patients se reconnaîtront peut-être. On a vu des parents qui pouvaient à l'occasion être piégés, coincés à l'étranger. Ils avaient été visiter leur famille et puis ils restaient 3 mois là à la campagne, loin de Bruxelles, et c'était le paradis quoi, sur Terre. On a vu des jeunes parents pouvoir cocooner, découvrir leur bébé, trouver leur marque parce que monsieur était en télétravail, et puis la famille élargie, les grands-parents invasifs, envahissants et tout ça, ne venaient pas à la maison. Donc il y a eu aussi des lunes de miel et du pur bonheur. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est difficile pour nous de pouvoir ouvrir la fenêtre et regarder avec les parents ce qu'ils ont vécu eux. Alors, j'ai une de mes patientes qui m'a, en parlant des vagues dans le livre, je raconte ça, elle me parlait donc de son défaut d'accompagnement juste à la veille d'accoucher, et elle n'avait plus de contact avec sa sage-femme, parce que beaucoup de sages-femmes ont eu leur bras coupés aussi. Elles nous l'ont dit au début, les normes sanitaires faisaient qu'on ne pouvait plus faire une série de choses. Et donc, le temps que chacun se mobilise, se situe par rapport à sa hiérarchie, aux possibilités, etc., aux consignes sanitaires, aux risques de contamination. Et donc, elle avait des séances en visio avec sa sage-femme pour parler du travail de l'accouchement. Et donc, on parlait des vagues, mais des vagues, des contractions, des vagues déferlantes, allant, venant, sur lesquelles on pouvait poser
Et à un moment donné, elle me parle des vagues et moi je voyais la mer, vous voyez, avec les rouleaux, comme on est pris, comme parfois on croit qu'on ne va pas en sortir, qu'on va se noyer. Et donc je lui partage ça et elle me dit mais c'est pas du tout ça, mais c'est pas ça. Moi, je vois les courbes de Gauss parce que vous savez, j'ai beaucoup regardé la télévision, tous les JT, tous les soirs, ça m'affolait, je ne savais pas si mon conjoint allait être là à l'accouchement. J'étais toute seule, c'est mon premier-né, j'avais plus contact avec personne. Alors je regardais le JT pour voir comment ça allait se passer, si on allait devoir aussi porter tout le temps le masque ou quoi. Et elle me dit, moi, quand j'étais en contraction, ma sage-femme m'avait parlé des vagues, mais moi, je voyais les courbes de Gauss, des pics épidémiologiques, des rentrées à l'hôpital, etc. Et jusqu'à la délivrance. Alors, c'était trop rigolo, puisque la délivrance, vous savez que c'est un terme qu'on utilise pour dire que l'accouchement est bien fini, bien né, que le bébé est bien là, que ses annexes, placenta, tout ça, tout va bien, donc il n'y a plus de risque, il n'y a plus de risque d'hémorragie, etc. Et donc cette délivrance, elle était dans sa tête collée à la délivrance des courbes de Gauss des épidémiologues, je ne sais jamais comment on dit. Et donc on ne regardait pas la même chose par la fenêtre. Voilà. Donc, cette grande variabilité fait que le vécu que j'ai, il doit être différent du vôtre parce qu'on n'est pas dans les mêmes professions, on n'est pas dans les mêmes contextes de travail. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que je présente ces choses et que j'ai écrit ce livre et que je vous propose aussi de l'accueillir en y mêlant votre patte, votre expérience, parce que le but de ça, c'était le but de penser et de me relier aux autres et de donner la possibilité de réinsuffler en fait un mouvement de vitalité, de vie, parce que c'est ça, je pense, qui risque de nous piéger, c'est ce mouvement de vie. Et alors qu'on est dans des vécus de symétrie, j'en parle à un moment donné dans le livre, dans des moments de symétrie qui sont tout à fait nouveaux pour nous. Hein. Parfois, vous pouvez être dans un mouvement de symétrie parce que votre patient, il y a une trop grande résonance entre sa problématique ou ce qu'il vit et ce que vous vivez. Hein. S'il y a un trauma, par exemple, identique dans sa vie que dans la vôtre et que ça vient se fouetter, vous êtes sollicité. Mais ici, le vécu parallèle, quand les gens disaient « portez-vous bien », ils le disaient, on se le disait, pour décontaminer l'atmosphère potentiellement mortelle, rien que du fait de se voir. Moi, je ne porte le masque que depuis fin octobre. J'ai travaillé sans masque toute cette période-là. Donc, cet ajustement corporel, cet ajustement à habiter un espace dans lequel on respire le même air, nécessitait ça parce qu'ils risquaient d'être contaminés, nous risquions de les contaminer, nous risquions d'être contaminés, nous risquions de rapporter ça à la maison, nous risquions de toucher. Donc le risque était partagé et l'angoisse, l'insécurité, le rapport à la proxémie, donc tout ça nous concernait les uns et les autres, cette pétrification, cette sidération pouvait nous concerner les uns et les autres et il y a eu une très grande variabilité qui existe toujours maintenant et qui, je pense, fait aussi des lignes de fracture ou de difficultés dans les équipes. Donc, ce qui était... Et ça existe encore maintenant. Je rencontrais dans une réunion de travail une équipe d'un lieu d'accueil par enfants et qui me disait, ben voilà, on peut se dire « Ah, je me révolte ». Et puis un autre dit « Oh, moi, je trépigne de reprendre et de réouvrir ». Un autre disait « Oh, je me résous à attendre la fin ». Vous voyez comment dans une même équipe, on peut être dans des vécus et des manières différentes de se positionner. Et c'est la groupalité de l'équipe qui est là mise en jeu et qui nécessite un certain échange de paroles à minima et un échange sur les différences et les différences de perception et de positionnement par rapport à la peur. Jean Van Emmelreg a dit des belles choses. Je pense que vous avez posté des belles photos, des belles vidéos où il parle justement du discours de la peur. Et je pense que sans être dans un discours de la peur, il faut pouvoir tenir avec nos collègues, mais aussi avec les parents et les devenants parents que nous rencontrons, un espace d'échange sur la contamination et la peur que chacun peut éprouver ou par rapport à laquelle il se positionne différemment, certains allant au combat justement sans tenir compte des facteurs de mesures sanitaires minimales. Voilà. Alors, cette écriture, vous voyez, ce qui a été contrarié, je le dis déjà, c'est le mouvement de la vie, la groupalité, le sens du temps,
avec les projections vers le futur, qui nous empêche aussi de nous positionner pour travailler. Et cette attaque du temps, je l'ai vraiment vécue dans l'écriture, parce que je me disais, j'écoutais la télévision et je me disais, mais il parle au temps, il y a eu des reportages, il parle au passé, comme si c'était passé, mais on est dedans et on est dans un... C'était comme un espoir que ça soit fini, alors qu'on est dans une projection du temps où on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et donc, en écrivant, je me disais, j'écris au présent, j'écris au passé, j'écris au futur, en fonction de ces variabilités et de ces vagues. Et je me suis dit, au fond, en écoutant Edgar Morin aussi, on est vraiment face à quelque chose qui est l'inattendu et l'imprévisible. Et nous avons à composer, nous qui nous occupons aussi des naissances, nous avons à pouvoir composer avec cet imprévisible et cet inattendu pour rester présent, autant présent. Tenir compte du passé, imaginer l'avenir. Un pied dans le passé, présent, vraiment bien présent dans le présent et dans le futur. Un peu à la façon dont certains de grands-mères africaines, c'est Laura Spinet dans son livre sur la grippe espagnole, raconte que un événement important vécu par la communauté, eh bien, il risque de passer inaperçu et de porter préjudice à l'avenir, eh bien, on va le raconter par des petites choses, à l'instant présent, en faisant recul. Vous savez, en janvier l'année passée, et puis l'été prochain, on avait pensé que, et de relier comme ça par cercle concentrique quelque chose qui pouvait s'apparenter à être du non-événement, alors que c'est un événement fondamental. En parlant, je ne sais plus avec qui, avec une équipe, quelqu'un disait, parce qu'on parlait de la grippe espagnole, il disait, mais on n'a pas du tout parlé. Ça. Non, voilà, la personne disait, en tout cas, le Covid, il sera dans les manuels d'histoire. Voyez. Eh bien, une pandémie comme la grippe espagnole de 1918, qui a fait beaucoup plus de morts qu'on ne l'imaginait, parce elle commence vraiment maintenant à être exhumée des cartons, des archives et tout ça, eh bien, elle n'est pas dans les manuels. Je pense qu'il y a l'un ou l'autre beau musée sur l'histoire de la guerre et de l'armée. Il y en a notamment un dans une ville de province. Il n'y a pas un mot qui est dit de la grippe espagnole. Et on voit que des choses qui ont attisé autant la mort, des morts brutales, qui ont été de l'ordre de l'inattendu, de l'imprévisible, mais qui ont provoqué aussi de la honte, de la culpabilité, qui ont atteint les possibilités d'intervention du corps médical aussi, sont versées dans l'oubli parce qu'elles sont difficiles à digérer, difficiles à assimiler au niveau de l'histoire individuelle et subjective des familles aussi, mais difficile à assimiler au niveau de la collectivité. Et il faut parfois du temps pour exhumer les traces de ça et pouvoir y trouver sens et y donner un récit. Et je trouvais qu'ici, avec cette pandémie, on avait quelque chose de cette inattendu, de cette sidération qui rejoignait le mouvement de l'accueil dans le présent, de l'inattendu de la vie. Parce qu'au fond, donner naissance à un bébé, l'attendre, ça comporte toujours de l'imprévisible. Ça comporte de l'imprévisible parce qu'on ne sait pas qui va être ce bébé, s'il va être en santé, comment il va être. On ne sait pas quel parent on va être, comment on va être parent, comment va être le conjoint, quelle équipe on va faire. On ne sait pas non plus ce qui va arriver à cet enfant. Hein. C'est quelque chose que les couples qui sont aussi en PMA, en procréation médicalement assistée, disent. Ils peuvent limiter le risque, se poser des questions sur la qualité des embryons, sur ceci, sur ça et tout. Finalement, quand l'enfant est là, la grossesse, quand le bébé naît, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'ils pourront limiter tous les risques? Eh bien non. Donc accueillir la vie, c'est accueillir cette imprévisibilité qui va du coup avec un mouvement de vulnérabilité intense. C'est-à-dire que la chose, elle paraît banale parce qu'elle se déroule, l'histoire de l'humanité se poursuit grâce à ça. Mais à chaque fois, c'est un moment sacré au fond, c'est un moment novateur, c'est un moment inédit. Je décline inédit et inouï dans le livre. C'est un moment inouï aussi parce qu'il n'a jamais été il n'a jamais été vécu. On n'a jamais pu l'appréhender avec toute l'ampleur et l'imprévisibilité des réactions affectives, émotionnelles, physiologiques, corporelles. Et il faut pouvoir être présent
à l'événement, à accueillir cet événement. Hein, c'est ce qu'il faisait dire à Friedman, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir d'une salle de naissance où on accueille un bébé qui est tout neuf, tout beau, et on va être entièrement là avec les émotions, même quand ça ne se passe pas bien. Et s'il y a une hémorragie du postpartum, et ceci, on doit être là. Et puis on sort, on va dans la salle de réunion, et on doit s'occuper du taux de remplissage, du calendrier des salles d'accouchement et des normes administratives, etc., et sanitaires et tout. Comment on fait ce grand écart entre les deux? Alors, accueillir la vulnérabilité, ça met justement en présence la vulnérabilité des intervenants, mais donc ça doit mettre en présence avec le groupe social. C'est-à-dire que il faut pouvoir, pour qu'un parent puisse être disponible à cet événement de la rencontre, pour qu'une femme puisse accoucher dans les meilleures conditions, il faut pouvoir être relié à d'autres qui vont exercer ce qu'on appelle une fonction phorique, que Pierre Deluon a très bien déclinée, fonction phorique qui ne peut qu'être exercée par le groupe social. Alors ce sera la famille proche, ce sera le partenaire, le conjoint, l'autre parent, ce sera des professionnels qu'on peut décliner sous toutes sortes de formes en fonction de professionnels qu'on rencontre, mais en tout cas ceux qu'on appelle en Belgique maintenant les PEPS, qui étaient les anciennes TMS de l'ONE, mais aussi les sages-femmes, obstétriciens, le médecin traitant et d'autres professionnels qui sont déjà en piste ou qui sont appelés, convoqués à accompagner la naissance, mais aussi des amis, les voisins, la vieille dame du quartier qui est là en disant « Alors, c'est pour quand hein ?» avec qu'on croise tous les jours en allant à la boulangerie, tous des personnes qui sont autour de vous et qui permettent déjà d'inscrire au moment de la vie fœtale cet enfant dans un environnement et qui va pouvoir être un environnement bienveillant et qui va être un point d'appui et contenir la femme et le couple à accueillir ce nouveau-né. Donc l'autre, il est fondamental. C'est ce qui me fait dire dans le livre que ce sont les autres, mais les autres en chair et en os, en présence réelle, sont des besoins aussi essentiels dans cette période, que le sont, je crois qu'ils le sont pour tout le monde, mais certains d'entre nous, on peut composer avec le palliatif, que sont les outils de communication comme ceux qu'on a ici. Mais pendant le temps de la grossesse et autour de la naissance et pendant cette première année de vie, eh bien, le lien vécu et partagé et qui passe par le corps est vraiment quelque chose d'aussi essentiel que l'eau, que les nourritures. Parce que ça se passe dans ces accordages émotionnels et qu'on ne peut pas échapper à ça. Je suis en train de me perdre dans mon texte, mais ce n'est pas grave, puisque Claire-Anne, oui, oui. Parce que tu m'interromps. Alors, ce que je voulais dire aussi, je veux encore juste dire quelque chose, c'est que le groupe social, il est important aussi bien quand on vit des événements traumatiques que quand on vit des choses aussi inédites que la naissance. Vous l'entendez au sens plus large que juste l'accouchement. Et la naissance, et cette naissance est connectée aussi à un autre mouvement de la vie qui est le mourir. Donc, dans le livre, j'évoque beaucoup ça, comme le naître et le mourir. Ces deux extrêmes de la vie, entrer dans la vie, sortir de la vie, sont des moments de passage dont on ne peut jamais savoir à l'avance comment ils vont se passer. C'est pour ça qu'on a besoin d'un cadre bienveillant, prévenant, contenant, pour ne pas être seul pour aborder ces rivages-là. Et il n'y a pas de, comme disait un père, on ne sait pas faire... enfin, je ne sais pas le dire comme on le dit en français, mais réenregistrement ou rebobinage, enfin, on recommence, parce que c'est une fois, on meurt une fois, on est une fois. Bien sûr, on peut reprendre dans la parole le récit, mais la qualité de la présence, la qualité du soin apporté, une sage-femme disait, on mesure les valeurs d'une société aux choses qu'elle met en place, à sa façon de traiter, et la naissance et la mort. Eh bien oui, la vie est un cycle, avec un mouvement de transmission, comme Jacques Gélis nous le montre bien dans tout son travail et d'autres aussi. Mais ce mouvement de la vie implique qu'on puisse considérer ce mouvement. Je vous fais de nouveau des cercles concentriques, un récit, le récit d'une génération s'enchasse avec le récit de la génération d'avant. Et quand on est prêt à donner la vie, on revient parfois sur l'histoire antérieure. C'est là que se font les transmissions conscientes et inconscientes, celles qui vous portent et celles qui vous bloquent, celles qui vous mettent dans ce que j'appelle les lignes de mort de la transmission des générations.
Et dans le traitement et l'attention qu'on porte aux bébés et aux devenants parents dans cette pandémie, le but est justement pour les personnes pour qui cet événement traumatique, potentiellement traumatique, aura eu le plus d'impact. Pour ceux pour qui ça vient faire caisse de résonance, ça réveille des traumas, eh bien, c'est que pour ceux qui seront sidérés, hein, on rencontre des parents avec un bébé de 6 mois, personne n'est venu. Cette naissance, c'est un ratage. Je n'ai pas été aidée au moment de l'allaitement. La visio ne m'a pas aidée. Si j'ai un deuxième enfant, je ne l'allaiterai pas non plus. Et ce temps-là est un temps mort. Ça n'existe pas. Et donc, on rencontre des parents, une fois qu'ils se sont réouverts, qu'ils ont pu venir vers la consultation, ou que le bébé a des symptômes physiques aussi, qui nous disent que ces 6 mois-là et cet accouchement, c'est du non-événement. Eh bien, c'est très embarrassant, c'est très lourd de conséquences. Pas si on peut le prendre à ce moment-là. Bien sûr, il y a un temps précieux qui est passé, mais en tout cas, il faut pouvoir nous dire que le bébé ne peut pas attendre. On ne peut pas être en pyjama devant sa visio en attendant. Enfin, comme l'ont dit certains étudiants qui sont retournés en fac, en amphithéâtre, présenter une copie vide à leur examen, ils y sont allés parce qu'ils en crevaient et qu'ils avaient besoin d'être au milieu des autres. Eh bien, ce confinement ne peut pas être un temps mort, ce bébé ne peut pas attendre la fin de la pandémie et la psychopathologie, certainement pas. Mais la manière dont on aura respecté la sortie de vie et le début de la vie, je pense que c'est intimement lié dans les suites que nous aurons envisagées au niveau de la circulation, je ne dis pas de la gestion, parce que ça c'est un mot de management, mais de la circulation, de la honte, de la culpabilité, de la solidarité, des transmissions transgénérationnelles. C'est pour ça que j'ai fait dans mon livre un lien avec la grippe espagnole de 1918, parce que c'est aussi une trajectoire personnelle pour moi que d'aller revisiter ça et de remettre ça en musique pour moi avec ma capacité à travailler sur la vie et sur la mort et qui s'enracine, je pense, dans ce lointain dont certaines choses m'échappaient complètement. Alors, les personnes qui auront donné la vie et qui n'auront pas pu accompagner la mort, portons leur attention. Comment elles auront vécu ça? Je pense à un papa qui disait mais ma petite Zoé, elle ne peut pas naître. Enfin, comment ça va se passer si la grand-mère meurt avant? C'est tragique, on ne peut pas aller la présenter, on peut pas. Elle attend que ça. Pour mourir, elle attend pour mourir que nous ayons donné la vie. Et la vie de Zoé est liée à tout ce qu'on doit à cette grand-mère. Et si cette rencontre ne peut pas se faire, si on ne peut pas décemment participer, créer ce rituel, cette mort, elle restera une mort fantomatique dont on n'aura pas fini à se défaire. Et la vie de Zoé sera attachée à cette expérience si violente. Donc les rituels de naissance qui auront été empêchés et les rituels de mort qui auront été empêchés, je pense, vont laisser des traces qu'il est urgent pour nous de pouvoir considérer, c'est-à-dire regarder ensemble, accueillir, je fais ça avec mes mains, accueillir pour pouvoir mettre des mots là-dessus, puisque nous avons ce langage, mais qui s'accompagne des émotions. Donc, ça nous mène à la question du masque. Hein, mais voilà, je peux faire une petite pause, Claire-Anne, parce que je vois que tu as des choses peut-être à... Oui, du coup, tu vois, la difficulté de cet espace nous mène parfois à revenir, nous amène à revenir un petit peu en arrière dans ton propos. Oui. Pour évoquer la question de l'imprévisibilité, il y a quelqu'un qui entendait, qui avait besoin que tu redises un petit peu, que tu reprécises la différence entre l'imprévisibilité de la pandémie versus l'imprévisibilité de l'accueil dans la vie d'un bébé. Ah oui, d'accord. Parce que la deuxième semble plus facile à appréhender pour les parents, puisque ça peut plus facilement faire sens qu'une pandémie où il est difficile d'accrocher parfois du sens. Voilà, si tu pouvais revenir un petit peu là-dessus. D'accord. Je fais ça en free comme ça, donc sans avoir préparé. Mais je pense qu'on a dans l'idée que l'arrivée d'un bébé, c'est quelque chose qui est prévisible. Surtout qu'il y a un accompagnement. Hein, il y a un accompagnement de la grossesse. Il y a en tout cas un accompagnement à partir d'un certain stade de la grossesse
de l'accouchement. D'ailleurs, c'est ce que les couples, je travaille beaucoup avec des couples qui sont dans des démarches de procréation médicalement assistée, donc ils nous apprennent beaucoup de choses aussi, c'est qu'ils disent combien le suivi est très médicalisé et dès le moment du début de la grossesse, qui est su très tôt, eh bien, il y a un temps sans rien. Et quand on aurait bien besoin d'une sage-femme pour pouvoir accompagner le mouvement de vie et la confiance dans le corps et tout ça, il faut attendre autant de semaines. Et pour ces couples-là, c'est une éternité, quoi. Hein. Et donc, on peut accueillir et accompagner la fin de la grossesse, la rencontre avec le bébé, avec l'autonomie, hein, donc la rencontre, toute la vie fœtale qui est antérieure au moment de l'accouchement, qui est déjà de la vie relationnelle, physiologique, cellulaire. Il y a un mouvement de la vie qui est évident là, de la rêverie maternelle, paternelle, ou des deux parents. Et qu'est-ce que je raconte? Attendez, j'ai perdu mon fil. Oui. Et alors, parce qu'il y a cette prévisibilité, parce qu'il y a cette préparation, on pense que l'arrivée d'un bébé est prévisible. Mais dans l'expérience que j'en ai et via mon travail, il y a quelque chose qui échappe à la prévisibilité. C'est imprévisible. Il y a ce moment vraiment novateur où certains parents, pour eux, tout allait bien, le bébé arrive par exemple, alors moi je suis psy, donc je travaille de nouveau avec le bout de la lorgnette quand ça ne va pas, mais tout s'écroule, rien ne se passe comme c'était prévu, parce qu'on n'avait pas prévu, on parle très très peu du post-accouchement, on parle très peu de ce 4e trimestre sur lequel les sages-femmes ont mis le feu des projecteurs, on dit très peu que c'est un moment dans la physiologie et de la naissance et la physiologie, l'écologie relationnelle et affective, c'est un moment, ce sont des plaques, pas pour tout le monde, mais ce sont des plaques sismiques qui bougent, hein, et qui peuvent s'entrechoquer. Et donc, il y a quelque chose quand même qui reste imprévisible et inattendu sur comment ça va se passer. Et on n'y est pas assez attentif. Vous savez, en maternité, une sage-femme, il y a des sages-femmes qui ne travaillent que sur la maternité, plus sur les blocs d'accouchement et pas en préparation, et elles disent oh, mais la chambre 314, il n'y a pas de souci, c'est son 4e. Hein, j'utilise souvent cet exemple-là, mais c'est son 4e, mais c'est peut-être son premier de ce nouveau couple, c'est peut-être son 4e, mais c'est peut-être sa première fille, et donc il y a des résonances particulières. Donc moi, je ne sais jamais si une naissance est totalement prévisible ou pas, parce qu'on ne sait pas non plus ce qui va se passer, et comme je l'écris dans le livre, une naissance, les femmes le savent bien, c'est ce qui fait qu'elles ont peur, c'est ce qui fait qu'elles mettent des anticipations et on flirte. Naître, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça que la mortalité fœto-maternelle a baissé de manière drastique et il y en a encore. Donc, donner naissance, c'est toujours flirter avec le risque de mort, qui est une mort réelle, mais qui peut être aussi une mort, qui est une mort symbolique nécessaire. Parce qu'on se défait d'un état physiologique d'un bébé qu'on connaît ou dont on s'est protégé, je fais ça, vous voyez, dans sa chambre, dans le vent, ou pour rencontrer un autre enfant, un nouvel enfant, dans une continuité ou dans une discontinuité. On doit se défaire d'une place généalogique et d'une place d'enfant aussi, pour accéder à une place de parent. Et on pousse nos parents vers la place de grands-parents, d'où l'importance des rituels, hein, de bienvenue et tout ça. C'est quand même se dire, voilà. Et donc, l'imprévisibilité de la pandémie, c'est aussi l'inouï, c'est-à-dire ce qui n'a jamais été raconté. Si on ne vous raconte pas ce que c'est que la naissance d'un enfant, on ne doit pas tout raconter, mais vous avez quand même la préparation, vous avez un peu la musique, vous savez qu'il y a quelque chose d'adaptatif et tout, mais vous ne le savez pas toujours. Et dans cette pandémie, c'est pour ça que je prends le récit des petites histoires au début, où je reprends toute l'histoire de la grippe espagnole, etc. C'est que si des choses vous ont été racontées, vous savez que ça existe. Quand vous m'aviez invité pour le webinaire au printemps, j'avais dit, ce n'est pas inédit. Tout le monde dit que c'est inédit, mais ça n'est pas inédit. Parce que dans mon histoire, je savais que ce genre de choses pouvait arriver. Mais tout le monde ne le sait pas. Donc, c'était inouï. Je n'avais jamais vécu ça, mais je savais que ça pouvait exister. Et du coup, j'étais mieux armée parce que je pouvais être dans ce mouvement d'anticipation, d'appréhender la mort comme faisant partie de la vie, parce que je travaille avec ça en périnatalité depuis des années. Je m'occupe du deuil périnatal, tout ça. Donc, je sais que tout ce qu'on vit peut faire partie de manière cyclique de la vie. Bien sûr, à une échelle mondiale, c'est quelque chose de vraiment inouï, c'est tout à fait neuf, mais ça n'est pas inédit.
Voilà. Et donc, pour les naissances, il y a quelque chose, certains étaient dans l'imprévisibilité de savoir ce que c'était, d'anticiper ce que c'était la suite de la naissance, d'être tout seul, de voir personne, de ne pas avoir de point d'appui, d'être dans un isolement complet, de se retrouver avec un bébé avec qui parfois on se dit mais il ne cause pas, hein, de quoi il a besoin, je ne sais pas, voilà. Et ça s'est comme colmaté, greffé avec l'imprévisibilité de se dire que le monde était à l'arrêt, hein. Et donc parce que pour certains c'était pas pensable, voilà. Donc je sais pas si je réponds à la question, mais je pense que cette ces plaques telluriques qui se chevauchent, une qui mange l'autre, vous voyez, il y a quelque chose de particulier. C'est pour ça que je suis revenue, j'aurais eu plus de caractère d'écriture, hein, je, vous, je vous aurais raconté, ben bon, avec Diane, on a décidé de supprimer ça, l'histoire de Julia Kristeva. Hein. Julia Kristeva, qui est une psychanalyste et une philosophe fameuse et vivante et révoltée, une intellectuelle et pleine de vie. Elle dit « Ma naissance a été résorbée dans la guerre ». C'est-à-dire qu'elle est née le jour de la déclaration de guerre faite par Hitler à la Bulgarie. Et donc elle dit, toutes les années de ma vie, ma naissance, les fêtes de naissance, c'était les hymnes nationaux, ma naissance était résorbée, vous voyez, mais résorbée magnifiquement. Si je cite l'exemple d'Edgar Morin, il nous donne un magnifique récit de sa naissance, maintenant, alors qu'il est né en 1920, hein, en nous disant que sa vie, il la doit à la grippe espagnole. Enfin, il la doit. Il a failli mourir. Hein, et donc, parce que sa mère souffrait d'une séquelle de la grippe espagnole. Et il nous raconte toute sa petite histoire qui fait qu'autour d'un symptôme somatique, eh bien, il a réchappé à la mort, mais que ce symptôme-là, à l'âge qu'il a, est toujours là. Voyez, donc, il y a une partie de sa vie qui est connectée à la grande histoire, avec cet imprévisible et cet inattendu pour sa mère, qu'on a beaucoup de chance qu'il puisse nous raconter, parce que c'est que quelqu'un lui a raconté. Je raconte l'histoire de Virilio, qui est un architecte fameux, qui a travaillé sur la vitesse, l'accélération. Il est décédé malheureusement maintenant, mais il raconte, lui, que c'est plus tardivement que, à l'âge de 7 ans, les bombardements ont détruit la ville et ont détruit intégralement l'endroit où il se trouvait avec sa mère, donc la biscuiterie de Nantes, la veille au soir. Et donc, il a connu une destruction du cadre bâti qui a construit toute sa vie, donc qui a servi, qui a noyauté l'énigme. Vous voyez, donc les enfants grandissent, oui, et s'ils naissent, si leur vie est résorbée, comme on a eu les bébés, on parle des bébés Covid, c'est quoi, hein, un bébé, être un enfant de la guerre. Virilio, il dit qu'il est un enfant de la guerre éclair, parce que je cite un petit récit d'une résurgence chez une patiente dont la mère a connu les bombardements des V1 et V2 pendant la guerre, terriblement meurtriers en Belgique notamment, donc des grands traumas collectifs, et ça surgit ici, dans les quelques années ici, à partir de quelque chose qui se passe en séance, où un avion passe dans le ciel bruxellois, et je lui dis, mais vous écoutez le ciel. Et à ce moment-là, elle prend conscience du fait que quand elle était à la maison avec sa mère, et que sa mère repassait, et qu'il y avait la sirène le jeudi pour les alertes, l'équivalent des alertes Céveso, sa mère, tout le squelette et le côté musculaire de sa mère se raidissait, et elle avait incorporé ça, voilà. Et c'était un truc de la guerre, elle n'était pas encore née, ma patiente, à ce moment-là. Donc on voit des résurgences comme ça, et c'est bien le but, c'est que l'imprévisible de la vie, comme pour les bébés sauvetés-non aussi, ne soit pas collé dans ce moment-là. Et la grande crainte qu'on peut avoir, mais c'est une crainte pas dans le sens de nouveau des corbeaux noirs qui volent, c'est de se dire, on sait que ça existe, soyons-y attentifs pour être actifs maintenant, sans attendre des signes des signes de souffrance chez les uns et chez les autres et chez les enfants devenus plus grands. C'est qu'on peut être résorbé complètement dans la dépression. Il y avait une situation oui. Vas-y, termine. Il y avait une situation qu'on a su créer du livre aussi. Et c'est une dame qui m'a beaucoup appris. Si jamais elle se reconnaît ou ses enfants se reconnaissent, je lui suis vraiment infiniment
redevable. C'est une dame, je la recevais un jour, je tournais dos à la fenêtre et je ne voyais pas ce qui se passait. Et je vois qu'elle elle est très, très, très âgée, vraiment le grand âge, et elle se sidère, ses yeux sont à la fois paniqués par quelque chose qui est derrière moi, mais vraiment les yeux comme ça. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il neige. Et donc, cette dame avait été déportée, avait été déportée avec sa mère, déjà donc, dans des conditions où il y avait beaucoup de deuil de postpartum aussi. Et donc, c'est ça qui se passe, c'est que pour cette dame, vraiment à l'autre bout de la vie, au fond, venait faire résurgence cette neige qui amenait en fait tout un récit et un émoi et de l'émotion, mais toute une vie aussi, qui avait été et là, je fais ça avec ma plaque tellurique qui avait été prise, la vie avait été recouverte par la dépression maternelle dans le vécu de cette grande guerre et de cette expérience très traumatique de la déportation, dont le blanc de la neige, en fait, s'était fait un petit grain révélateur, hein, un pixel comme ça, auquel on a pu être attentif. Mais bon, j'aurais aimé que cette dame puisse venir nous trouver bien avant, quoi, parce qu'elle nous racontait comment ça avait pu affecter toute sa destinée de femme, de mère, de grand-mère, etc. Voilà. Donc, ce qui se passe là, l'histoire antérieure, nous apprend des choses pour maintenant. Et c'est tous les travaux de deux psychanalystes, dont les travaux sont majeurs pour moi, qui est Françoise Davoine et Jean-Max Baudilière, qui est décédé maintenant, qui ont écrit donc, sur trauma et sur les petites histoires qui rencontrent la grande histoire et qui peuvent être marquées par des traumas et où il y a lieu de s'intéresser à ce que nous vivons dans la grande histoire. Donc c'est pour ça que l'imprévisible de cette pandémie vécue à un niveau collectif, il est important qu'on s'y arrête parce que le traitement de tout trauma, il est avant tout collectif. Donc nos ministres pourront envoyer créer bien sûr des lignes d'écoute, des dispositifs souples. Il y a des tas de choses qui sont faites. Il y a on peut en parler après, hein, les groupes de parole qui ont été initiés notamment par Geneviève Ruet et des PEPS de l'ONE, toutes les lignes d'écoute, mais qui ne rencontrent pas grand succès finalement, parce que le traitement, c'est d'être avec d'autres, c'est un traitement collectif, et on pourrait essayer d'envoyer tous les gens chez le psy. Ceux qui ont des histoires traumatiques antérieures, qui font résonance, ils auront besoin de psy. Mais avant tout, c'est de traverser, de digérer, d'être dans ce mouvement de cercle concentrique, excentrique, pour pouvoir raconter ce qu'on vit, se raconter, ramener des émotions, y compris, comme l'a si bien pointé Jean Van Emmelreg, la colère et la révolte. La révolte des femmes qui ne veulent pas porter de masque à leur accouchement, hein, la révolte des grands-parents qui disent « Ah non !» On nous dit qu'un an, c'est faire face à la limite, voilà, c'est constructif, mais non, ne pas pouvoir devenir grand-parent, ne pas pouvoir accueillir, ne pas reconnaître, c'est faire défaut dans cette transmission et cette solidarité entre les générations. Et le petit ne s'y trompe pas, qui, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, ne nous reconnaît pas, nous sommes des étrangers. Donc, qu'est-ce qu'il en est de cette solidarité? Je m'arrête parce que tu as quelque chose à demander. Oui, justement, c'est exactement en lien, une PEPS qui témoigne que c'est difficile d'assister à l'isolement des parents qui sont cloîtrés, qui ne rencontrent plus grand monde depuis longtemps maintenant, près d'un an, que des cousins nés en même temps ne se voient pas, que des parrains et marraines n'ont pas pu s'impliquer, enfin tous ces rituels dont tu parlais ont été manqués, qui parfois des parents du coup qui se sentent vraiment esseulés et qui ressentent un désintérêt du social autour d'eux, et comment compenser cette absence et entendre cette souffrance, cette douleur qui est là au quotidien. Et j'avais envie de lier ça, puisque je vois l'heure qui passe, aux 4 facettes que tu proposes dans ton livre, parce que je trouve que ce que dépose cette PEPS vient vraiment s'aiguiller à ce que tu proposes dans les livres sur les 4 facettes. Ah oui, j'ai pas vu l'heure passer. Voilà. Mais c'est vrai que ce que cette personne dit, c'est important. Ça veut dire qu'il y a eu un manque de considération. Dans le livre, je parle du titre du roman de Mac Evans, Dans une coque de noix, en disant le bébé, la vie commence dès la vie fœtale aussi, dès le désir. Et dans la vie fœtale, ça appelle qu'on ne considère pas comme une vulgaire
coque de noix, vous savez, ça veut dire comme rien du tout, la grossesse et le vécu. Et je déploie ça assez bien, je pense, dans le livre avec le peu de place qu'on a. Mais ça implique aussi de le considérer comme pouvant être quelque chose de solide, mais comme quelque chose une coque de noix. Vous souvenez-vous, quand vous mettiez vos petits bateaux en coque de noix à la rivière, ils pouvaient être vite renversés, vite coincés, tout ça. Donc, ça implique de regarder. Et ce que cette dame dit, c'est que c'est douloureux quand on regarde et qu'on n'a plus de main, qu'on n'a plus d'outils, qu'on a comme seul outil parce qu'on ne peut pas au nom des normes sanitaires ou parce qu'on ne peut pas parce que notre hiérarchie nous en empêche. Hein. Les lieux d'accueil, ils veulent réouvrir, mais ils ne peuvent pas parce que leur hiérarchie... Et donc, est-ce qu'ils vont faire comme les femmes avec les masques? Est-ce qu'ils vont trouver des solutions? En France, il y a des lieux qui sont ouverts avec plusieurs familles. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment on peut se faire entendre? Donc, ça veut dire de pouvoir, entre professionnels, se resolidariser, discuter, échanger, pour voir où on peut aller porter les demandes. Parce que les autorités... Enfin, voilà, la bulle plus 1, c'est un non-sens par rapport à tout ce que je vous raconte. C'est ce que cette dame dit, c'est un non-sens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a en tout cas essayé de ne pas laisser les familles seules. On est allé vers elles, avec le téléphone, avec la visio. Et ils nous disent merci, parce qu'en fait, ils se sont tenus, quoi, vraiment. C'est maintenant, depuis peu de temps, que les demandes explosent, parce que les gens osent ressortir. Mais donc, il faut pouvoir aller vers, et c'est vrai que ce qu'on utilise maintenant, ce sont des palliatifs. Parce que s'il y a de la souffrance, ce qu'on va recevoir, c'est la difficulté et la souffrance des parents. On n'aura pas accès au bébé. C'est ce que cette dame disait. Être aidée pour l'allaitement par visio, comme ça, ça n'allait pas, quoi. Donc, elle a renoncé à son allaitement. Hein, donc, comment est-ce qu'on peut trouver le chemin pour retourner vers et là, on cale. Alors, on peut retourner maintenant. Est-ce que vous pouvez retourner à domicile? Ben, non, je ne pense pas encore. Qui retourne à domicile? Comment est-ce qu'ils se sont débrouillés? Qui est-ce qui reçoit dans ces bureaux? Comment est-ce qu'alors on gère tout le risque de contamination avec toute la danse entre je fais un pas, je me recule, je me présente sans le masque, je remets mon masque, mais avec un bébé, comment on va faire avec... Donc il y a toute cette danse, cette proxémie qu'on voit dans l'espace public aussi. Mais est-ce qu'on peut, on peut rencontrer ces familles dans un parc, dans la rue, sur le pas de la porte, en vrai, pour les voir en présence? Parce que je pense que maintenant, dans cette crise qui dure, ce qui ne va pas, c'est l'absence de corps. Et si les ostéopathes et kinés nous disent qu'ils voient ça dans le corps souffrant des adolescents qui leur arrivent, des adultes en télétravail, mais des adolescents, des enfants, il n'y a pas de raison que ça n'affecte pas le corps libidinal pulsionnel des bébés qui sont dans ce portage phorique avec les émotions, avec la tonicité musculaire, avec la qualité du portage, de l'attention de leurs jeunes parents, ni compris in utero. Parce que pour avoir fait l'expérience de travailler en grossesse à risque, on essaye d'être bienveillant, bien traitant avec les femmes, et on s'interroge rarement sur les vécus prénataux, hein, de la souplesse, de la tonicité, comment dans sa chambre utérine, le fœtus, il est amené à avoir plus ou moins de mobilité, de jouer. Donc, cette dame nous interpelle sur nous relier pour trouver des solutions. Je n'ai pas de solution magique, mais je pense que les lignes d'écoute, les groupes aussi, toutes ces plateformes numériques, c'est vraiment un plus. Et c'est un plus pour aider le tout venant qui va relativement bien, pour trouver des astuces, des idées, se relier, dire « Ah, mais moi, j'ai fait ça comme rituel pour la naissance. Oh, ben moi, tant pis, hein, je vais au parc. Et puis, comme disait une dame au JT, j'ai plus vu mes petits-enfants, mais il fait beau. Alors, il y en a un qui joue au foot, l'autre au tout ça, et ça fait un bien fou. » Parce qu'il ne faut pas être dupe. Il y a plein de familles qui, pour des raisons de sauvegarde de santé mentale, ont enfreint les règles. Des familles qui vivaient des séparations, qui disaient « Mais moi, mes amis, c'est un trampoline qui me permet de tenir et de rebondir. » J'ai fait appel à un club d'amis pour me soutenir. Quand il y a un deuil, qu'il faut vider une maison, qu'il y a un rituel, les gens, ils essayent de se voir parce qu'on ne peut pas envisager un deuil sans coprésence. Donc, il y a aussi des infractions au régime des normes sanitaires qui nous sont imposées. Et je pense qu'il y a des professionnels qui sont parfois aussi un peu en infraction. J'espère
ne pas trop en faire partie, mais bon, voilà quoi. Après, et alors une autre chose que je voulais dire, c'est que la psychopathologie n'attend pas la fin de la crise. Et donc, on a mis en place des cadres souples. Et il faut mettre en place, il faut penser aussi à avoir des cadres plus contenants. Parce que quand on a affaire à une dépression postnatale sévère, c'est pas dans 6 mois qu'il faut intervenir, et c'est pas avec un rendez-vous en visio, même une fois par semaine. Il faut quelque chose de beaucoup plus actif et plus contenant. Et donc, il faut aussi penser ça, y compris pour les familles événementielles, qui sont les grandes oubliées, toutes ces personnes qui font de l'accompagnement à domicile, dans des projets d'accompagnement de grossesse jusqu'à l'après-naissance, qui s'occupent de négligence, de maltraitance, enfin de grossesse à risque, de parentalité à risque. Eh bien, ils ont affaire à des familles événementielles qui ne rentrent pas dans ce cadre et qui auront été des grandes oubliées. Et donc, il y a là des failles, des failles au sens aussi tellurique. Donc, on aura sûrement, c'est une grande douleur pour les intervenants de ne pas avoir les moyens et de savoir qu'en laissant tomber les familles, ils laissent tomber les bébés aussi et les petits dans ces failles et que ce sera difficilement rattrapable, récupérable. Donc, je pense qu'on doit se relier parce qu'il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une, et que ça refait un socle de vitalité pour les équipes. Et ce qui fait beaucoup défaut, c'est aussi les trans, c'est-à-dire moi je trouve que l'aide à la jeunesse, le champ de la périnatalité, la santé mentale, tout ça, chacun a dû se replier sur sa base. Et il y a vraiment un manque de connexion, donc il est important de pouvoir se relier pour que les familles puissent recirculer et qu'on puisse voir les ressources qui sont les meilleures. Alors dans le livre, je parle du Rubik's Cube. Moi, j'ai foncé chaque fois que les musées réouvraient. Et dans l'expo Bimoderne, il y a une œuvre vidéo qui est un cube, un Rubik's Cube noir, avec les 4 facettes noires, et donc les mains tournent sans arrêt. Je me suis dit, c'est au moment d'écrire le bouquin, je me suis dit, c'est ça. Soit on n'a plus d'outils, soit on a un Rubik's Cube et on a perdu nos repères, on est empreint de cette dépressivité, on ne sait pas comment le faire aller. Eh bien, il faut remettre de la couleur aux émotions, il faut remettre de la présence. Et donc, dans le bouquin, vous lirez, je propose 4 axes qui étaient pour moi comme 4 phases du Rubik's Cube que je rééclaire. Donc, une place pour l'identification au bébé, une place pour cette reliance professionnelle. Je ne sais plus quelles sont les 2 autres. Une place pour aller vers, rencontrer. Remettre le temps en route. Voilà, rebâtir les cadres et la scansion du temps. Avec Virilio, quand le cadre est effondré, plus rien n'existe. Il faut remettre du bâti. Mais pour remettre du bâti avec les familles, il faut qu'on remette du bâti. Le bâti, c'est une histoire de cartographie. Il y a 2 cartes. Le bâti, sur les vieilles cartes, c'est les bâtiments durs. Nous devons remettre du dur dans nos équipes en retrouvant le sens des réunions, parce que je trouve qu'il y a une très grande dépressivité et une perte là de vitalité. Il faut remettre des rituels. Les réunions, il faut les tenir. Je rencontrais un lieu d'accueil, c'est formidable. Ils n'ont plus pu le tenir, mais les intervenants ont continué d'être payés. Voilà. Mais ça, c'est du bâti. Ça veut dire qu'il y a un conseil d'administration qui a dit on garde le bâti parce qu'il est vide pour le moment, mais le fait de le maintenir, vous savez, c'est comme le groupe de parole Mizuko, le deuil périnatal, les parents, ils disent on est venu un temps, mais on peut s'en aller parce qu'on sait que ça existe. Le groupe continue d'exister pour d'autres parents. Mais ça, c'est du bâti. Voilà. Et nous devons remettre du bâti pour que ce Rubik's Cube se retrouve des couleurs. Parce que les mains de celui qui anime le Rubik's Cube, ce sont nos mains aussi. C'est-à-dire qu'on saura qu'avec telle famille, il faut un cadre souple et on pourra l'envoyer à tel endroit. On pourra lui dire, il y a un groupe de parole en visio, ou il y a un groupe ici, ou la ligue, ou ceci, ou ça, ou voilà. Et à un autre, on pourra se dire, non, il vous faut un cadre consistant. On va se voir une fois en présence, une fois en visio, parce que je ne peux pas faire autrement. Parce qu'en présence, il faut que vous veniez avec le bébé, parce qu'il faut qu'on puisse se mettre au tapis et jouer. Et comment on va faire au tapis? Vous allez me dire si je peux toucher votre enfant ou pas. Je vais vous dire comment je désinfecte. On va voir si on va avec le masque, on va retirer le masque parce que le bébé il a besoin de voir, voilà. Et puis pour d'autres, on dira non, il faut aller à l'hôpital, par exemple. Voilà. Donc vous voyez, il faut que pour pouvoir manier le cube, il faut que nous on voit ce qu'on peut y faire. Et on doit traverser à tout ça, mais pas en juillet 2021, maintenant. Voilà. Et pour ce qu'on n'a pas fait avant, il faut revenir dessus pour éviter de laisser les bébés et leurs parents dans ces lignes de mort, ces lignes dévitalisées, ces lignes de non-événement.
parce que beaucoup de choses sont rattrapables. On a une magnifique plasticité pour peu qu'on soit engagé. Et donc, voilà, moi, je ne peux pas être engagée tout le temps comme je le souhaite. Je peste, je suis fâchée sur moi-même. Je trouve que nous manquons de courage, de ténacité, d'inventivité. Souvent, je me dis, oh, qu'est-ce qu'on fait là? On pourrait faire tellement plus. Mais bon, on fait, et on est présent. Et mon petit livre va dans ce sens-là, d'assurer Voilà, une oui. présence. Voilà. Exactement, et donc informer tous les participants qui sont présents aujourd'hui que ce petit livre est disponible sur yapaka.be. Il est en cours de diffusion maintenant, mais vous pouvez le retrouver sur le site et déjà le lire en format PDF ou en EPUB. Vous pouvez le télécharger très facilement, et donc il reprend, je trouve, de manière très riche, justement, comment ton histoire singulière se lie à la grande histoire et s'ancre dans ce mouvement. Et donc, ça nous fait réfléchir sur ce que tu nous as déposé aujourd'hui, hein, sur comment penser les choses de manière globale et singulière en même temps. Tu proposes justement ces quatre faces pour remettre en mouvement et recolorer les faces du Rubik's Cube. Et puis, voilà, je voulais te remercier aussi, Pascal. Je ne te vois plus pour le moment. Voilà, je voulais te remercier aussi, Pascal, pour ta vitalité, et on sent que dans ton récit, de ce que tu nous as partagé, il y a vraiment ce mouvement de la vie, et je crois que ça nous fait du bien de partager ça, et comme tu disais, de renouer avec le récit de nos émotions et de ce qui nous a occupés, de ce qui nous occupe encore, parce que c'est pas encore derrière nous. Un tout grand merci à toi, Pascal. Voilà, on vous laisse déposer ce que vous souhaitez encore quelques minutes dans l'espace du chat. Si vous voulez déposer quelque chose, Pascal peut le suivre, et puis on refermera ce moment. Merci à chacun et à chacune.